Je n'aurais jamais imaginé que trouver un emploi puisse autant changer ma vie. Je cherchais quelque chose de simple, peut-être quelques heures par jour pour aider à payer les factures, mais ce que j'ai trouvé était bien plus que cela. Cette annonce de babysitter pour 2 enfants dans une maison chaleureuse semblait trop parfaite pour être vraie, presque un appel du destin. J'ai décidé de tenter ma chance et au moment où j'ai sonné à la porte, j'ai senti que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Je ne savais pas que ce serait le premier pas d'un voyage qui me mènerait du paradis à l'enfer. La porte s'est ouverte, révélant un homme grand, aux yeux fatigués mais avec un éclat doux. C'était Monsieur Silva, et les 2 enfants, Laura et Pedro, sont vite apparus derrière lui, timides et curieux. La maison, bien que spacieuse, semblait porter un lourd silence, une absence qui, je le découvrirai vite, appartenait à la mère des enfants. J'ai immédiatement réalisé que ce ne serait pas seulement un travail de babysitter. La famille avait besoin de quelque chose de plus profond, quelque chose que je sentais, d'une certaine manière, pouvoir offrir une nouvelle énergie et un nouveau sens. Les premiers jours, la prudence flottait dans l'air. Laura, l'aînée, était observatrice et un peu réservée, tandis que Pedro, le plus jeune, était plus expansif mais portait tout de même une mélancolie discrète. Mon défi était grand, gagner leur confiance, combler le vide laissé par la perte de leur mère, et en même temps, rester professionnel. Je jouais, je lisais des histoires, je préparais les repas qu'ils aimaient, petit à petit, j'ai fait tomber les barrières, un sourire à la fois. La maison a commencé à prendre une nouvelle vie, plus légère et plus colorée. L'interaction avec Monsieur Silva a également évolué. De conversations formelles sur la routine des enfants, nous sommes passés à partager des rires et des confidences. Il me parlait de sa femme décédée, du manque qu'il ressentait et de la difficulté de la vie depuis lors. J'écoutais attentivement, avec un mélange d'empathie et une admiration croissante. C'était un père dévoué, un homme gentil, et je me sentais de plus en plus investi dans l'histoire de cette famille, qui est devenue un foyer pour moi. Le lien entre nous était indéniable. Avec le temps, ce qui avait commencé comme une relation professionnelle s'est transformé en quelque chose de plus profond. Les regards s'attardaient, les touches sont devenues plus significatives, et l'attirance, auparavant voilée, a explosé en un sentiment accablant. Monsieur Silva et moi sommes tombés amoureux. Cela ressemblait à un conte de fées, une seconde chance pour nous tous. Je suis devenue la figure maternelle dont Laura et Pedro avaient besoin, et ensemble, nous avons reconstruit la famille, pièce par pièce. Le bonheur, auparavant un luxe lointain, est devenu notre réalité quotidienne. La maison, autrefois un lieu de souvenirs douloureux, pulsait maintenant d'une nouvelle énergie. Je me suis consacrée corps et âme à Laura et Pedro, cherchant à être la mère qu'ils avaient perdue. Je me levais tôt pour préparer leur petit déjeuner préféré, organisais leurs vêtements pour l'école et m'assurais que leur sac était prêt. Les matins se sont transformés en moments de joie, avec des rires et des conversations animées, remplaçant le silence et la mélancolie qui dominaient auparavant l'environnement familial. L'après-midi, après l'école, la maison se transformait en un parc d'attractions privées. Nous jouions dans le jardin, lisions des livres, regardions des dessins animés et faisions les devoirs. Pedro, qui était auparavant plus silencieux, a commencé à bavarder sans arrêt, me racontant sa journée à l'école et les petites découvertes du monde. Laura, à son tour, s'est ouverte peu à peu, partageant ses peurs et ses rêves les plus intimes, m'embrassant avec une intensité qui réchauffait mon âme. Monsieur Silva, quant à lui, semblait un homme nouveau. Le poids du veuvage qui le courbait auparavant semblait avoir disparu. Il rentrait à la maison avec un sourire sur le visage, participait aux jeux et aux conversations, et ses yeux, auparavant tristes, brillaient maintenant d'une nouvelle lumière. Nos dîners étaient des moments d'union, où nous partagions notre journée et planifions l'avenir, comme une vraie famille. Il me regardait avec une tendresse qui me faisait sentir la femme la plus aimée du monde. Petit à petit, le passé a cédé la place à un avenir prometteur. Les photos de la défunte épouse de Monsieur Silva, autrefois dispersées dans la maison, ont été délicatement rangées, non par manque de respect, mais pour que la maison puisse respirer une nouvelle vie. Je ne voulais pas les effacer, mais plutôt faire de la place pour notre propre histoire. Je me sentais le maillon manquant de ce puzzle, le pont qui reliait le cœur du père et des enfants, les unissant à nouveau dans un lien d'amour et de complicité. Je me sentais la femme la plus chanceuse du monde. J'avais trouvé un amour véritable, un foyer et 2 enfants qui m'aimaient comme si j'étais leur propre mère. La guérison de cette famille est devenue ma propre guérison, et je croyais avoir enfin trouvé ma raison d'être. J'étais complète, heureuse et prête à vivre le reste de ma vie à leur côté, construisant des souvenirs et cultivant l'amour qui nous unissait de manière si spéciale et forte. La vie suivait son cours, dans une routine de bonheur et d'amour qui semblait inébranlable. Les mois se sont transformés en un an, et je me sentais de plus en plus partie de cette famille. Je n'étais plus seulement la babysitter, mais la compagne de Monsieur Silva et la mère de Laura et Pedro. Nous planifions des voyages, rêvions de l'avenir et chaque jour semblait un nouveau chapitre d'un livre parfait que nous écrivions ensemble.
Je croyais vraiment avoir trouvé mon heureux pour toujours. C'est un après-midi de rangement que la tragédie a commencé à se dessiner. J'étais en train d'organiser l'ancien bureau de Monsieur Silva, une pièce qu'il n'utilisait presque pas et qui gardait encore de nombreux souvenirs de sa défunte épouse. Dans une boîte poussiéreuse, cachée au fond d'un placard, j'ai trouvé un vieux journal intime, avec la calligraphie élégante de la défunte épouse. Une curiosité morbide m'a poussé à l'ouvrir, et ce que j'y ai trouvé m'a fait tout remettre en question. Les premières pages étaient celles d'une femme amoureuse, décrivant les premières années de mariage avec tendresse. Mais, au fur et à mesure que j'avançais dans la lecture, le ton changeait radicalement. L'écriture devenait plus désespérée, les phrases plus courtes et les mots chargés de douleur. Elle décrivait un mari qui, loin d'être le veuf éploré que je connaissais, était un homme froid, distant, qui la négligeait et la traitait avec indifférence, une personne totalement différente de celle que j'aimais. La lettre, gardée entre les dernières pages du journal intime, fut le coup de grâce. Écrite d'une calligraphie tremblante et presque illisible, elle décrivait le mari comme un homme qui l'avait abandonné émotionnellement, qui se moquait de ses insécurités et qui l'avait poussé dans un abîme de maladie psychologique. Elle parlait d'une profonde dépression, de crise d'anxiété, d'une solitude accablante, tout cela causé, selon ses mots, par le traitement cruel de son mari. C'était comme si ma réalité s'effondrait sous mes yeux. Là se trouvait la confession, écrite en lettres qui semblaient crier sa douleur, d'une femme consumée par les maladies psychologiques, la négligence et l'abus émotionnel de son propre mari, l'homme dont j'étais si éperdument amoureuse. Les mots étaient un constat de souffrance, un cri de détresse tardif. Mon monde a été bouleversé. Le conte de fées dans lequel je vivais s'est transformé en un cauchemar, et l'homme que j'aimais, en un parfait étranger. Le journal et la lettre me brûlaient les mains. Les mots de la défunte épouse de Monsieur Silva résonnaient dans mon esprit, formant un contraste saisissant avec l'image de l'homme que j'aimais. Je regardais la vie que nous avions construite, la joie sur le visage de Laura et Pedro, et je sentais un nœud dans la gorge. Comment pouvais-je concilier la douleur décrite dans ces pages avec le bonheur que je vivais? La vérité semblait être un poignard affûté, prêt à détruire tout ce que je chérissais, et qui me faisait maintenant remettre en question chacun de ses mouvements. J'ai pensé à le confronter, à lui montrer les mots de sa première femme et à exiger une explication. Mais la peur m'a paralysée. Et si la vérité était encore plus sombre? Et s'il était vraiment le monstre que la lettre décrivait? Que adviendrait-il de Laura et Pedro, qui avaient enfin trouvé la paix et la joie? Je ne voulais pas être la personne qui ramènerait la douleur dans cette maison, qui détruirait le fragile bonheur que nous avions construit avec tant d'efforts et de dévouement. J'ai passé des nuits blanches, débattant de la décision. Mon cœur me disait d'ignorer, de continuer à aimer, de croire à la version de l'homme que je connaissais. Mon esprit, cependant, était perturbé par les mots du journal, par les détails cruels que la défunte épouse racontait. Je savais que j'étais face à un dilemme moral, un précipice entre l'illusion du bonheur et la dure réalité d'un passé obscur qui me hantait désormais constamment. L'amour, à la fin, a eu le dernier mot. J'ai décidé d'ignorer la lettre, les mots douloureux et les accusations. Je me suis convaincue que le passé était passé, que les gens changent, et que le monsieur Silva que je connaissais était un homme bon, un père dévoué et un partenaire aimant. Je ne voulais pas qu'un fantôme du passé détruise le présent parfait que j'avais. Je voulais croire en notre histoire, en notre famille, et en la promesse d'un avenir ensemble, sans ombre. Bien que l'ombre du doute restait dans un coin de mon esprit, je la repoussais, de toutes mes forces. J'ai continué la romance, la routine, la vie que j'aimais tant. Le bonheur semblait si réel, si tangible, que je refusais de le laisser s'échapper. J'ai choisi d'aimer, j'ai choisi de croire et j'ai choisi de continuer à vivre l'illusion d'un conte de fées, même en sachant qu'il y avait un abîme de douleur et de mystère caché juste sous la surface, dont je préférais ne plus rien savoir. 1 an s'est écoulé depuis la découverte du journal intime. La vie semblait avoir repris son cours, avec une normalité presque effrayante. Monsieur Silva et moi planifions notre mariage, et Laura et Pedro étaient radieux à l'idée d'avoir une nouvelle mère. La maison était toujours remplie de rires, de projets futurs, d'une joie contagieuse que je m'efforçais de croire entièrement réelle, sans me laisser emporter par les ombres du passé que je tentais tant d'enterrer. Cependant, malgré tous mes efforts, je ne parvenais pas à effacer complètement les mots de la défunte épouse. Ils surgissaient dans mon esprit aux moments les plus inattendus, comme des murmures qui me rappelaient l'obscurité. Un regard plus froid de monsieur Silva, un maudissant l'ancienne tendresse, un moment d'inattention de sa part, tout cela allumait une alerte en moi, une pointe de doute qui me faisait me demander si j'avais fait le bon choix en ignorant la vérité. J'ai commencé à ressentir une fatigue qui ne me quittait pas, même avec le repos. Une profonde tristesse m'enveloppait sans raison apparente, et les rires des enfants, autrefois mon plus grand réconfort, semblaient parfois lointains, comme si j'étais dans une bulle. Je devenais plus irritable, plus anxieuse, et le sommeil, autrefois un refuge, était envahi par des cauchemars et des pensées troublantes qui me privaient de ma paix, m'épuisant de plus en plus.
Les maladies psychologiques, qui n'étaient auparavant que des mots dans le journal d'une autre femme, ont commencé à se manifester en moi. Les crises de panique sont devenues fréquentes, et une sensation d'oppression dans la poitrine m'accompagnait constamment. J'essayais de le cacher à Monsieur Silva, mais il remarquait mon changement d'humeur, mon manque d'énergie, et me regardait avec une inquiétude croissante, mais je ne parvenais tout simplement pas à expliquer ce qui se passait en moi. J'ai réalisé que je suivais exactement le même chemin que la défunte épouse. Ces mots, que j'avais un jour ignorés, devenaient maintenant ma propre réalité. L'homme que j'aimais, et qui semblait si différent de ce qu'elle avait décrit, me menait d'une manière ou d'une autre au même abîme. L'ironie était cruelle, la douleur était atroce, et je savais, au fond de mon âme, que la fin de cette histoire serait la même que la sienne, malgré mes efforts. Chaque jour qui passait, je me sentais plus faible, plus distante de la réalité. Les maladies psychologiques s'emparaient de moi avec une force accablante, et je voyais mon corps et mon esprit se détériorer, exactement comme la défunte épouse l'avait décrit dans son journal. Le sourire s'effaçait de mon visage, et les yeux qui brillaient autrefois d'amour, portaient maintenant une profonde tristesse et une fatigue que le maquillage ne parvenait pas à dissimuler. Monsieur Silva essayait de m'aider, mais ses efforts semblaient vains. Il m'emmenait chez des médecins, achetait des médicaments, mais rien ne soulageait la douleur qui me consumait de l'intérieur. Ses regards, autrefois pleins de tendresse, étaient maintenant empreints d'inquiétude, et je voyais le désespoir croissant dans ses yeux. Il ne comprenait pas ce qui m'arrivait, et je ne parvenais pas à expliquer, car moi-même je ne comprenais pas la profondeur de l'obscurité qui m'enveloppait. Laura et Pedro, autrefois si pleins de vie autour de moi, ont commencé à s'éloigner. Ils sentaient le changement en moi, l'absence de la baby-sitter joyeuse et de la mère présente. Leurs sourires sont devenus plus rares, et leurs yeux d'enfant portaient une tristesse qui me brisait le cœur. Je les voyais, mais je ne pouvais pas les atteindre, prisonnière d'un labyrinthe de pensées et de sensations qui me privait de la capacité d'être qui j'étais. Le lit est devenu mon refuge, et le monde extérieur, une menace. Je passais la majeure partie de mon temps à dormir, ou à essayer de dormir, fuyant une réalité qui devenait de plus en plus douloureuse. Les voix dans ma tête se sont intensifiées, les peurs se sont multipliées, et l'espoir, autrefois un phare, s'est complètement éteint, me laissant dans une obscurité où il n'y avait plus de lumière, ni de perspective d'amélioration, juste un vide immense. 1 an après cette décision fatidique d'ignorer la vérité, j'ai succombé. Les mêmes maladies psychologiques qui avaient emporté la défunte épouse de Monsieur Silva, m'emportaient aussi maintenant. Mon cœur a cessé de battre, et le veuf, que j'aimais, était maintenant un veuf en deuil pour la 2e fois, avec 2 enfants qui avaient de nouveau perdu une figure maternelle. L'histoire s'est répétée, et le destin, cruel et ironique, a scellé ma fin de la même manière que la sienne.